Merci, Madame la bâtonnière, chère Julie. Je suis très touché, très ému par ces mots qui me vont droit au cœur. Et du fond du cœur, chère Julie, je te remercie de nous réunir ici et de nous rassembler. Nous sommes ici en présence du Père Avedis, qui est le prêtre paroissial de l'église arménienne d'Islimino, Sainte-Marie, Mère de Dieu, que j'ai connue quand j'étais gamin. Je tiens à remercier le maire d'Islimino, André Santini, qui s'est excusé et qui est excellemment représenté par notre ami Arthur Kanjian. Merci pour tes mots, cher Arthur. Le maire d'Islimino, cher André Santini, qui est un magicien, qui a transformé la ville d'Islimino, qui l'a embellie, sans travestir la rue de la Défense où je suis né, car la maison construite par mon grand-père de ses propres mains est toujours debout, au 49, rue de la Défense, rue de la D, comme nous disions. Et puis, je suis très touché par votre présence qui nous honore, tous les avocats ici, Madame l'ambassadrice de la République d'Arménie en France, Madame Asmik Tolmadjian d'Arménie, qui est un pays menacé aujourd'hui par l'Azerbaïdjan, qui n'hésite pas à l'affronter, à dire que sa terre, la terre arménienne, serait une terre azérie. Et puis, qui n'hésite pas à amputer l'Arménie historique, le Haut-Karabakh, la République d'Artsakh. Je pense à notre ami, le représentant de la République d'Artsakh en France, Ovanesk Gevorkian, qui s'est excusé. J'ai une pensée très forte pour lui. Et pour notre ami François Devedjian, qui est allé en Artsakh, qui piaffe d'impatience d'y retourner et de braver l'armée russe, l'armée azérie sur la route de Stepanakert. Il m'a proposé d'y aller. Nous serons à Yerevan la semaine prochaine avec le bâtonnier Bernard Vattier, avec Julien Brochot, membre du Conseil de l'Ordre, avec Jacques Taquet, président de la Commission internationale du Conseil national des barreaux, avec le bâtonnier de Nanterre, Michel, et notre ami Fabien Raquelian. Nous serons tous présents là-bas avec le bâtonnier de Montpellier, Luc Dikar-Charian, ça ne nous avons pas non plus, et pour débattre des droits de l'homme en Arménie, du secret professionnel, de la Carpath, différents thèmes. Alors, je suis très touché par votre présence. J'aperçois Henri Leclerc. Merci Henri. Toi qui as défendu les Arméniens dès les années 80, ceux qu'on en qualifiait terroristes et dont nous disions qu'ils étaient des résistants. Je suis très touché par également la présence de la FAJA, nos amis Rosemary, Sylvie, Alexandre Koyoumjian, Alexandre Aslanian, Anaïd Papazian, bref, qui ont travaillé pendant des années. Je pense aux jeunes générations de la FAJA, Virginie Dussène, aux jeunes générations de la FAJA, des jeunes avocats arméniens qui brillent partout de mille feux pour défendre encore cette cause, défendre la souveraineté de la République d'Arménie et défendre la souveraineté de la République du Haut-Karabakh. Merci à Hervé Chemouli, président de l'Union internationale des avocats, d'être là. Et M. Francis Piner, maire du 16e arrondissement, qui est aussi mon associé. Mais je le dis parce que en 1982, alors que j'étais élève avocat, j'ai pris la parole, alors que Hervé Chemouli était secrétaire de la conférence un soir, pour préparer le concours de la conférence. Et sur le thème suivant, je m'en souviens encore, il y a 40 ans, pour ou contre la justification d'un terrorisme indiscriminé. J'avais plaidé l'affirmative. C'était en 1982. Le président du Conseil de coordination des associations arméniennes de France, Mourad Papazian, s'en souvient, comme Alexis Kovsian, que j'aperçois. L'année 1982, Aratoranian n'est pas là, mais il en a un souvenir intact. Et Francis Piner, alors que Hervé Chemouli figurait parmi les secrétaires de la conférence, m'avait demandé de m'approcher. J'avais donné mon nom, Vincent Niori. Il m'avait dit « Niorian ?» Déjà à l'époque, Francis Piner avait pris la parole pour la contre-critique. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des destins qui se réalisent. Et ce que j'ai à vous dire, c'est est très simple. Merci du fond du cœur d'avoir répondu à notre invitation. Commémorer le 107e anniversaire, la 107e commémoration du génocide arménien de 1915. Alors le génocide arménien de 1915 illustre le XXe siècle, que l'on qualifie
de siècles des génocides. J'en parlais avec le bâtonnier Jean-Marie Burguburu, qui préside la CNCDH. D'abord, il y a le génocide des Héréros et des Namas, 85 000 morts, premier génocide du XXe siècle, perpétré par l'Allemagne coloniale, sous les ordres du général von Trotha, sud-ouest africain, actuelle Namibie, entre 1904 et 1908. Ensuite, il y a le génocide des Arméniens, 1 500 000 morts, 1 800 000, 2 millions, tout dépend des sources. Puis le génocide des Assyro-Chaldéens, le génocide des Grecs pontiques, des centaines de milliers de morts. On sait que si l'exécution fut turque et kurde, la méthode fut allemande, encore l'Allemagne, perpétrée par les fanatiques du panturquisme, le comité Union et Progrès de Salonique, avec à sa tête le Hitler turc, Talat Pacha, grand ami de Krikor Zorab, que nous célébrons aujourd'hui. Talat Pacha, premier grand maître du Grand Orient de Turquie, en 1909, avec la révolution jeune turque. Talat Pacha et Krikor Zorab appartenaient à la même loge maçonnique. Talat Pacha que Soghomon Tehlirian exécutera à Berlin en 1921, là où l'armée allemande, encore elle, l'avait exilé et protégé. Si j'ai tué un homme, je ne suis pas un assassin, nous dira le justicier du génocide arménien, acquitté en 1921 par la Cour d'assises de Berlin. C'est à ce moment-là, au cours de ce procès, où a été pratiquée la défense de rupture, où ont défilé des survivants des rescapés du génocide arménien, que sera créé le concept de génocide. Par qui? Raphaël Lemkin, qui assistait au procès. Concept de génocide qu'il fera valoir en 1944, sans succès. Plus tard, en 1945, auprès du tribunal pénal militaire international. Et le concept de génocide ne sera consacré que plus tard, en 1948. Bref, après le génocide arménien, il y a l'horreur absolue, la Shoah, un génocide industriel perpétré encore par l'Allemagne, nazie cette fois-ci. 6 millions de morts, 6 millions de juifs assassinés. Le génocide cambodgien, 2 millions de morts. Le génocide des Tutsis, 800 000 morts en 100 jours, comme le rappelait récemment l'ambassadeur du Rwanda en France. Nous assistions à cette cérémonie. 800 000 morts en 100 jours, avec une petite précision, en présence de l'armée française. Je n'oubliais pas les 8 000 morts du massacre de Srebrenica, que l'on qualifie aussi de génocide, et tous les massacres. Et puis les viols en avril 2022, le viol qui est une arme de destruction massive au cours d'un génocide. Les viols des femmes ukrainiennes en avril 2022 par les soldats russes qui leur cassent les dents après les avoir violées. Nous sommes en 2022, comment est-ce possible? Merci Madame la bâtonnière, chère Julie, pour tes mots. Merci Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, mes chers confrères, mes amis, de joindre vos pensées, c'est ce que vous faites en ce moment, à celle du peuple arménien. J'aperçois Basile Adair, le bâtonnier Basile Adair, dont le père, Henri Adair, était un défenseur de la cause arménienne, qui, il y a 25 ans, nous parlait déjà du génocide arménien. Alors, c'est à 2 pas d'ici, cher Arthur, rue de la Défense, rue d'Allée, où j'ai vécu, que j'ai pris conscience, comme mes camarades, que j'étais différent, que j'avais une histoire à part, comme celle des enfants rescapés. Je suis le petit-fils de Rosroff, parti du village résistant de Chalin Karaïssa, village natal du général Antranik, qui repose au Père-Lachaise. Rescapé du génocide, je suis le petit-fils de Ripsimé, ma grand-mère maternelle. Originaire de Merzivan, 2 villages, Merzivan, Chabin Karaïssar, turskifié aujourd'hui, que l'on retrouve aujourd'hui sur Instagram. J'y voyage tout le temps. Comme je passe la nuit rue de la Défense pour y rencontrer des fantômes. Mes grands-parents étaient apatrides, comme les vôtres, chers amis d'origine arménienne. Ils ont été naturalisés français par décret du gouvernement Léon Blum de 1946. Mon grand-père s'appelait Rosroff, du nom d'un roi d'Arménie. Mais sur l'état civil, l'officier d'état civil s'est trompé. Il a écrit autre chose. Il a écrit Crassor, de crasseux peut-être. Crassor, qu'est-ce que ça veut dire Crassor? C'était Rosroff.
Alors, mes grands-parents n'étaient pas des Français de papier, il faut le dire aujourd'hui, expression ignoble et répugnante, mais des Français par le cœur et par la volonté. Alors c'est un héritage qui fut parfois lourd à porter. Je me souviens des bagarres engagées lorsque l'on me traitait de ratagne, de rat et de castagne, probablement. Alors tout de suite, je montrais les poings et j'en ai fait saigner des nez. Et j'étais content de le faire. Mais c'était aussi et surtout un héritage qui m'oblige et qui me guide, qui nous guide. Comme tous les fils, petits-fils, arrière-petits-fils de rescapés, je n'oublie rien. Mon grand-père m'a raconté l'épouvante. Nous sommes les gardiens de la mémoire. Notre mémoire est notre sang. Nous sommes l'herbe qui ne meurt pas, pour reprendre la formule de Yaşar Kemal, écrivain turc originaire d'Anatolie. Nous sommes aussi et surtout des vigies, vigilants au respect des valeurs cardinales de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Chaque 24 avril, nous commémorons depuis 107 ans la rafle des intellectuels arméniens de Constantinople. C'était un dimanche, le saviez-vous? Un dimanche rouge, Bloody Sunday, disent les Anglais. Un dimanche rouge qui marqua le début du second génocide de l'histoire du XXe siècle. Un génocide qui préfigura tous les autres et qui, comme les suivants, attaqua ce qu'une civilisation a de plus précieux. Les hommes et les femmes qui pensent, qui débattent, qui s'engagent. Avocats, poètes, écrivains, médecins, députés, professeurs de droit pénal. Les avocats firent évidemment partie des premiers déportés. Déportés dans le désert de Syrie à marche forcée, aussi par le train de la ligne de chemin de fer de Bagdad. Les premiers trains de la déportation. Les premiers wagons de la mort. Alors l'un d'eux, vous l'avez rappelé, Madame l'ambassadeur, tout à l'heure, fut épargné le 24 avril 1915. Krikor Zorab, sans doute pour servir de caution, si un compte-rendre devait être donné, peut-être parce que l'amitié, la fraternité qui l'unissait à son bourreau, Talat, le protégeait encore. Alors illusion, mensonge. Finalement, Krikor Zorab fut assassiné début août 1915. Et l'auteur de l'assassinat raconte son crime. Nous le lisons dans les livres d'histoire. La tête fracassée, écrasé avec une grosse pierre. Cet homme, cet avocat, ce député, cet intellectuel des Lumières, qui avait importé les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité dans l'Empire ottoman. C'est Sevak Torossian, il est là Sevak avec ses deux fils, qui a parlé merveilleusement de Krikor Zorab lors de la soirée du Palais littéraire du barreau de Paris, le 3 octobre 2012. Sous le bâtonnat de la bâtonnière Christiane Ferralschul, que j'aperçois, que nous avions consacrée aux poètes arméniens disparus. Alors, comme le dit Sevag, à qui j'emprunte la formule, le génocide a occulté la poésie et la littérature arménienne. Nous n'avons plus jamais parlé que du génocide. Le génocide est un ethnocide. Le meilleur remède pour lutter contre le négationnisme du génocide, comme le dit Vincent Duclerc, l'historien, c'est l'intensification de la recherche historique. Alors le nom de Krikor Zorab est désormais celui de tous les avocats qui se lèvent contre les injustices et le racisme plus que jamais d'actualité. Nous sommes à l'heure des choix. C'est celui de chaque avocat qui se bat pour défendre la dignité d'un homme que sa différence condamne. La différence qui condamne. Comment est-ce possible? C'est celui de chaque avocat qui place l'exigence d'humanité avant tout. Ce nom, c'est aussi celui d'un avocat qui m'a fait avocat, qui vous a fait avocat. Celui qui m'a donné envie d'apprendre le droit là où je n'apprenais rien rue de la Défense. Personne ne lisait. D'apprendre à défendre pour être capable de poursuivre le combat, notre combat, la reconnaissance du génocide. J'ai prêté serment en 1983 pour la défense de la cause arménienne, parce que j'étais convaincu que nous, les avocats, avions un rôle à jouer dans la reconnaissance du génocide. Et dès l'âge de 10 ans, je te dis, Arthur, je collais des affiches avec nos amis Tachnak, Mourad Papazian le sait, sur les murs des arcades de la gare d'Issilmino à côté.
40 ans après ma prestation de serment, en tant que vice-bâtonnier, avec ma bâtonnière, Julie Couturier, nous sommes fiers, je suis fier, de poursuivre le devoir de mémoire engagé par tous nos prédécesseurs. La plaque que vous voyez ici nous a été apposée en 2017 par le bâtonnier Frédéric Sicard, en présence de la vice-bâtonnière Dominique Attias, à la demande de nos amis de la FAJA. Frédéric Sicard et Dominique Attias nous ont honorés, merci à eux. Et ce, dans le sillage de l'engagement du bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, qui avait tenu à se rendre à Yerevan en 2015 pour commémorer le centenaire du génocide, le centenaire de la rafle. Nous y étions, tout l'ordre, toute une délégation, pour partager avec le barreau d'Arménie notre expérience d'avocat français parisien. Le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, en 2015, à Yerevan, était accompagné de la bâtonnière Christiane Ferralschul, qui est là. Avance-toi, Christiane, si tu veux bien. Madame la présidente du Conseil national des barreaux, chère Christiane, qui révéla à cette occasion à Yerevan, devant de nombreux jeunes avocats qui allaient prêter serment, la tragique histoire de ses origines arméniennes, dont jusque-là, elle avait pudiquement gardé le secret. Nous ne le savions pas. Merci Christiane pour cette révélation. Et puis en 2019, ce fut au tour de Madame le bâtonnier Marie-Aimée Perron, qui est ici, qui à son tour réunissait nos confrères ici même, en mémoire de cris corps arabes et en signe d'amitié pour le peuple arménien, Madame le bâtonnier Marie-Aimée Perron, vice-présidente du Conseil national des barreaux. Alors aujourd'hui, c'est la bâtonnière Julie Couturier et votre serviteur qui vous rassemble, nous rassemble. L'engagement de chacun des bâtonniers s'inscrit dans la tradition de notre barreau qui veut que nous ne cédions rien devant l'oppression, la violence, le racisme et la haine, que les choses soient claires en ces instants. Hier, nous dénoncions les génocides, nous continuerons à le faire. À cet instant, nous condamnons avec force la résurgence du racisme. Le rescapé, l'apatride, l'immigré, celle qui vient de loin, était déjà un suspect hier. En 1923, le docteur Siméon Flessière, qui était sénateur-maire socialiste de Marseille, écrit au préfet des Bouches-du-Rhône par une lettre qui dit ceci. La population de Marseille réclame du gouvernement qu'il interdise vigoureusement l'entrée des ports français à ces immigrés, les Arméniens, et qu'il rapatrie sans délai ces lamentables troupeaux humains, gros danger public pour le pays tout entier. En 1926, Albert Londres, dans un reportage dans le camp des réfugiés d'Odo à Marseille, écrit « Oh là, Marseille, je te préviens, tu les as oubliés, mais ils seront le double bientôt si tu les laisses faire. Il est vrai que le choléra n'est peut-être pas très loin. » Pour lui, le camp de réfugiés arméniens, c'est le royaume des épaves, les épaves que sont, bien entendu, les réfugiés arméniens. Alors, ces propos-là ont été inspirés par le grand académicien, l'immense Pierre Loti. L'expression à l'honneur des guillemets, qui, quelques années avant le génocide arménien de 1915, écrivait à propos des Arméniens, « En ce qui me concerne, je puis attester qu'à de rares exceptions près, je n'ai rencontré chez eux que lâcheté morale, lâchage, vilain procédé et fourberie. J'oserais presque dire que les Arméniens sont en Turquie comme des vers rongeurs dans un fruit. » Et puis, l'ami de Pierre Loti, Farrer, surenchéri. « Les Arméniens sont des juifs, tellement rapaces, tellement vautours et vampires. » Comme le relate la revue Marianne du mois d'avril 2015. Alors, il est vrai que pour le politiquement correct, on repassera. Même les éditorialistes d'aujourd'hui, qui ont fait de la xénophobie leur spécialité, n'oseraient pas aller aussi loin. Et pourtant, ce sont ces mêmes étrangers, les rescapés du génocide, qui, quelques années plus tard, sacrifieront leur vie pour la France. Je pense bien entendu à Missak Manouchian et à ses camarades de combat de l'Affiche Rouge. Missak Manouchian,
rescapé du génocide de 1915, auditeur libre, étudiant en littérature à la Sorbonne, résistant, FTP MOI, moi je dis MOI, franc-tireur partisan, main-d'œuvre, immigré. Je pense à ces femmes, à ces hommes engagés parmi les FTP MOI qui prirent tous les risques pour libérer ce pays, notre pays, la France, qui était devenu le leur, que les choses soient claires. Je pense à Joseph Epstein, qui était le patron de Missak Manouchian, autrement dénommé le colonel Gilles. Et au-dessus de Joseph Epstein, il y avait Albert Ouzoulias. Je pense à Golda Bansik, qui était membre de la Fiche Rouge, et dont personne ne parle, parce qu'elle n'a pas été fusillée au Mont Valérien, Golda Bansik. Il y a deux récits à propos d'elle. Elle a été décapitée à la hache par les Waffen-SS ou guillotinée. Et son nom n'est pas sur le mémorial de la Fiche Rouge qui jouxte le palais du Pharaon à Marseille. Alors il est dans une autre ville dont j'ai oublié le nom. Mais tout de même, je pense à Thomas Selleck, Willy Sapiro, aux 11 juifs qui composaient le groupe Manouchian, puis aux Italiens, aux Français, Cloarec, et à tous les autres. Des femmes, des hommes apatrides, la formule n'est pas de moi, vous allez voir, elle est magnifique. Apatrides, français par le sang versé, français par le cœur et par la volonté, et non par l'ethnie, français par le sang versé, que les choses soient claires. La formule est de mon ami Jean-Pierre Sacoun, qui est le président de l'association Unité Laïque, que je salue à travers notre consoeur Anne Salzer, merci Anne d'être là, et qui milite pour le transfert des cendres de Missak Manouchian au Panthéon, avec celle de Mélinée, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline, comme l'ont chanté Aragon et Piféry. Ils venaient de loin, une histoire triste coulait dans leurs veines, nourrissant leur courage. Et nous nous sommes abreuvés de cette histoire, et c'est avec leur sang, un sang différent, que la France a écrit une page capitale de son histoire. L'histoire de sa victoire contre la haine nazie, contre les Waffen-SS. Alors, en ces temps tourmentés, où le racisme est de nouveau de mode, il faut se rappeler la formule qui est sur le fronton du Panthéon, où il est écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Alors, soyons enfin reconnaissants à Manouchian, rescapé du génocide, et qui, comme ses ancêtres d'abord, puis comme ses frères et sœurs d'armes ensuite, mourut, fut fusillé, pour que triomphe la plus belle des valeurs, l'humanité. L'humanité, mes chers confrères, mes chères consoeurs, qui est aussi à nos yeux d'avocats, le cœur vibrant de notre serment d'avocat. Je vous remercie.